coréen en Russie était censé être une démonstration de force. Pour la première fois dans cette guerre, des troupes étrangères, au-delà des mercenaires, font officiellement partie du conflit. Poutine voulait que le monde croie que ce geste symbolisait ses alliances et renforçait sa position. Mais au lieu de renforcer le combat de la Russie, cela est devenu un échec colossal. Les Nord-Coréens ont été jetés dans une bataille brutale pour Koursk, où la Russie a perdu 450 miles carrés de territoire et plus de 90 établissements, lors de la contre-offensive surprise de l'Ukraine en août 2024. Maintenant, l'Ukraine refuse de céder un pouce, et les résultats sont humiliants pour Poutine. En seulement 48 heures, les forces ukrainiennes ont anéanti un bataillon entier de troupes nord-coréennes, portant un coup dévastateur à la contre-offensive russe. Et le clou du spectacle, ces soldats d'étaient soi-disant d'élite. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Poutine? Et quelles en sont les implications pour l'engagement futur de la Corée du Nord dans la guerre chancelante de la Russie? Dans son discours du 4 janvier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé que des combattants ukrainiens à Koursk avaient détruit un bataillon entier de soldats nord-coréens. Pour contexte, un bataillon est généralement composé de 500 à 1000 soldats, bien que les chiffres puissent varier. Certains bataillons peuvent ne contenir que quelques centaines de soldats, tandis que d'autres atteignent le quota complet de 1000. Quoi qu'il en soit, détruire un bataillon entier signifie que l'Ukraine vient d'éradiquer une partie substantielle des troupes que la Corée du Nord a envoyées en Russie, pour soutenir les efforts de Poutine, pour reprendre Koursk. Le pire pour la Corée du Nord, c'est qu'elle a subi ces pertes massives en seulement 2 jours de combat. Le commandant en chef a également fait un rapport sur eux. Lors de son discours quotidien, Zelensky a évoqué la situation dans la région de Koursk. Plus précisément, dans les batailles d'aujourd'hui et d'hier près d'un seul village, Makhnovka dans la région de Koursk, l'armée russe a perdu jusqu'à un bataillon d'infanterie, y compris des soldats nord-coréens et des parachutistes russes. Et c'est tangible, a conclu Zelensky. La nouvelle sera un énorme stimulant pour le moral d'une Ukraine qui lutte pour garder Koursk. Selon des rapports, la Russie a repris environ 40% du territoire que l'Ukraine avait conquis dans l'oblast, depuis le lancement de sa contre-offensive fin 2024. En plus de cela, la Russie contrôle environ un 1/5 de l'Ukraine, et progresse légèrement suite à son offensive dans la région de Donetsk. Zelensky a également mentionné des soldats nord-coréens et des parachutistes russes dans son discours. Cela nous indique que la Russie mélange et assortit au sein de ses bataillons, essayant de mêler des soldats nord-coréens avec des Russes dans ses assauts sur les positions défensives de l'Ukraine. Une erreur tactique, probablement, vu la barrière linguistique importante qui persistera entre ces groupes de soldats disparates. Peut-être que les pannes de communication au sein du bataillon russe pourraient être la raison pour laquelle l'Ukraine a connu un tel succès massif en l'espace de seulement 2 jours. C'est de la spéculation. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'un bataillon russe entier contenant un nombre substantiel de soldats nord-coréens est maintenant décimé sur le champ de bataille de Koursk. Cette nouvelle survient alors que de nouveaux rapports, cette fois du commandant en chef militaire ukrainien, Oleksandr Syrsky, suggèrent que la contre-offensive russe à Koursk ne se déroule pas comme prévu. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Poutine a rassemblé 50 000 soldats pour reprendre le territoire. Selon un poste de télégramme du 1er janvier par Syrsky, les pertes russes avaient dépassé 38 000 dans l'oblast, même avant que l'Ukraine n'ait décimé le bataillon majoritairement nord-coréen. Le rapport de Zelensky intervient également, à la suite d'un autre, de l'agence d'espionnage de Corée du Sud, selon lequel l'Ukraine a réussi à capturer un soldat nord-coréen blessé à Koursk. Le soldat russe capturé est décédé en détention ukrainienne de ses blessures, empêchant probablement l'Ukraine d'obtenir des informations précieuses sur la contre-offensive de Poutine à Koursk. Cependant, cela mène à une conclusion évidente. L'emploi de soldats nord-coréens par Poutine à Koursk ne se déroule pas aussi bien que prévu. Et cela ne devrait surprendre personne qui comprend l'état dans lequel se trouvaient ces soldats nord-coréens lorsqu'ils sont arrivés en Russie. Le London Evening Standard a publié un rapport affirmant que les soldats de la Corée du Nord n'avaient toujours pas rejoint la contre-offensive de Koursk au 6 décembre. La raison était simple. Ils étaient si mal formés qu'ils pouvaient à peine servir de chair à canon pour le hachoir à viande de Poutine. Selon un officiel occidental, la mauvaise formation et le manque de soutien logistique sont les principales raisons pour lesquelles la République populaire démocratique de Corée, n'a pas encore commencé le combat. Au lieu de cela, les troupes nord-coréennes prenaient des positions secondaires dans les zones tenues par les soldats russes, dégageant la voie pour que ces Russes avancent tout en laissant les Nord-Coréens en défense. Maintenant, c'est différent. Les soldats nord-coréens sont en première ligne à Koursk et ils meurent en masse.
Ceci malgré le fait que la Corée du Nord a supposément envoyé ses soldats d'élite en Russie. On pense qu'une grande partie des 12 000 soldats nord-coréens arrivés en Russie faisaient partie des forces spéciales du pays, le Storm Corps. Ce sont supposément les meilleurs des meilleurs que l'armée nord-coréenne a à offrir, mais le meilleur est un terme relatif. Comme l'a révélé à la British Broadcasting Corporation, un transfuge nord-coréen nommé Hanul le 20 décembre, le Storm Corps, peut être le meilleur que la Corée du Nord a à offrir, mais cela les place encore loin derrière les forces ukrainiennes aguerries à Kursk. Hanul, qui a passé plusieurs années dans l'armée nord-coréenne avant son évasion, dit que le Storm Corps était les soldats les mieux nourris de l'armée du pays. Cependant, ce terme reste relatif. Pendant son séjour dans le Storm Corps, Hanoi a perdu 22 livres en un mois, en ne mangeant rien d'autre qu'un régime de choux moisis et de maïs craquelé. Après 3 mois, son bataillon était si sous-alimenté qu'il a dû être admis dans un centre de récupération spécial pour reprendre du poids. Lorsque les élites du Storm Corps ont été déployées pour la première fois comme garde de première ligne, la situation alimentaire ne s'est pas améliorée. Le riz a remplacé le maïs, mais il en restait peu quand la nourriture est arrivée à l'unité de Hanoïl. Les unités arrières ont pris la plupart du riz, laissant au Storm Corps un mélange de riz et de sable en guise de repas. Ce sont les soldats d'élite que la Corée du Nord a envoyés en Russie, des troupes sous-alimentées, qui étaient si mal nourries qu'elles pouvaient à peine fonctionner. Au moins, le Storm Corps bénéficie d'un entraînement plus poussé que les autres soldats nord-coréens. Selon Lee Hyung-sung, un autre transfuge nord-coréen de l'unité, la République populaire démocratique de Corée ne sélectionne que les personnes les plus grandes et les plus athlétiques pour intégrer le Storm Corps. Lee a participé à la formation des soldats, leur enseignant les arts martiaux et la création d'armes de fortune à partir d'ustensiles de cuisine. Mais ce genre de formation ne va pas peser lourd à Kursk, où Poutine envoie ses soldats nord-coréens dans le même genre de broyeur à viande qu'il a créé en Ukraine. Le Storm Corps doit savoir comment utiliser efficacement les armes, et c'est un autre domaine où l'élite de la Corée du Nord échoue, selon Hanoïl. Pendant son temps avec l'unité, il prétend n'avoir tiré que 3 balles réelles lors d'une seule séance d'entraînement. Lui, comme la plupart dans le Storm Corps, n'a jamais levé son arme de colère. Selon Hanoïl, le plus proche qu'il y était une rencontre avec un agriculteur égaré dans une zone démilitarisée coréenne cherchant de la nourriture. Hanoïl a renvoyé l'agriculteur, enfreignant le protocole de tirer sur tous les intrus, et son arme est restée non tirée. C'est bien loin des vidéos de propagande du Storm Corps, qui les montrent brisant des blocs entiers de glace avec leurs mains nues et arrachant des chaînes des murs. Et cela nous donne un contexte bien nécessaire pour comprendre pourquoi l'Ukraine a pu éliminer un bataillon entier de ses soi-disant super soldats en seulement 2 jours de combat à Kursk. Le Storm Corps ne sont pas des soldats d'élite. Ils sont à peine des soldats régulièrement formés. Les troupes nord-coréennes sont des sbires mal formés et sous-alimentés en qui même Poutine n'avait pas assez confiance pour les envoyer en première ligne comme chair à canon. Malgré une formation supplémentaire de la Russie, ces soldats font face à la barrière de la langue et au fait qu'ils affrontent des troupes ukrainiennes qui se défendent depuis des années contre les soldats russes. Les Nord-Coréens n'ont jamais eu de chance. C'est pourquoi tout un bataillon est maintenant en lambeaux. Pire encore pour la Corée du Nord, le Storm Corps est censé exceller dans l'infiltration. Ils s'entraînent à naviguer derrière les lignes ennemies et à semer le chaos, mais cela ne se produit pas pour autant. Poutine envoie ses soldats sur le front à Kursk et il récolte les résultats que tout le monde attendait. Ces soldats nord-coréens meurent ou sont blessés en masse parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, et Poutine les utilise d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. C'est juste une preuve supplémentaire de l'inaptitude tactique que la Russie a montrée tout au long de l'opération militaire spéciale de Poutine, et cela nous laisse avec une question à poser. Que se passe-t-il ensuite ? Les chances sont assez élevées que encore plus de morts et de blessés parmi les soldats nord-coréens nous attendent. Poutine ne va pas arrêter son contre-offensive maudite jusqu'à ce qu'il ait repris le territoire perdu ou épuisé ses troupes. Le dernier scénario commence à sembler plus probable que le premier, surtout lorsque vous considérez ce qui arrive aux soldats nord-coréens de la Russie, au-delà de cette perte la plus récente d'un bataillon entier. Un jour après que Zelensky a révélé la destruction du bataillon nord-coréen, il est apparu sur le show du podcasteur américain Lex Fridman. L'interview est devenue parfois houleuse, surtout lorsque Friedman a suggéré que l'Ukraine pourrait simplement essayer de pardonner à Poutine pour mettre fin à la guerre. Zelensky a rapidement rejeté cette suggestion en soulignant que personne ne pourrait raisonnablement envisager de pardonner à quelqu'un qui avait tué des milliers de ses compatriotes et dévasté tant de villes. Mais même au milieu de la tension de l'interview, Zelensky a révélé à quel point l'Ukraine a été efficace contre les forces nord-coréennes, avec lesquelles elle se bat à Kursk. Il a révélé qu'environ 3800 soldats nord-coréens ont déjà été tués ou blessés dans la région jusqu'à présent. Cela représente environ un tiers des 12 000 troupes que la Corée du Nord aurait envoyées en Russie.
Nous avons déjà évoqué certaines raisons expliquant le taux élevé de perte de la Corée du Nord. Les troupes d'élite de la Russie ne sont pas à la hauteur et ses soldats sont mal entraînés. Mais il y a une autre raison pour laquelle tant de soldats nord-coréens meurent. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Poutine a utilisé ses soldats pour des attaques de vagues humaines contre les positions ukrainiennes, souvent à pied, avec peu de soutien et des armes de mauvaise qualité. Les Nord-Coréens sont désormais utilisés comme chair à canon pour encaisser les tirs ukrainiens. L'idée de Poutine est simple. Plus l'Ukraine dépense de munitions sur les soldats nord-coréens, moins elle en aura pour se défendre contre les attaques de troupes russes plus compétentes. La situation est si mauvaise pour les soldats de la Corée du Nord que beaucoup préfèrent se donner la mort plutôt que d'être capturés par l'Ukraine à Koursk. Kirby suppose que c'est parce que beaucoup craignent pour la vie de leurs familles restées au pays. Après tout, ils vivent dans un pays qui surveille pratiquement tout ce qu'ils font. Cette surveillance ne s'est pas arrêtée, parce que les soldats nord-coréens sont maintenant en Russie. Certains nord-coréens meurent de leurs propres mains, parce qu'ils préfèrent être signalés comme mourant honorablement au combat, pour réduire le risque que le président nord-coréen Kim Jong-un ne se venge sur leur famille. Les chiffres de victimes nord-coréennes présentent des disparités. Fin décembre, Zelensky affirmait que l'Ukraine avait tué ou blessé plus de 3000 Nord-Coréens. Selon l'Ukraine, en un peu plus d'une semaine, il a augmenté d'environ 800 le nombre de victimes nord-coréennes. Cependant, la Corée du Sud estimait que le taux de perte nord-coréenne avoisinait les 1100, soit environ un dixième des troupes envoyées par Kim à Poutine. Dans tous les cas, ce sont des pertes massives. La destruction d'un bataillon entier pourrait ajouter 1000 à ces chiffres. En supposant que le décompte de l'Ukraine fin décembre de 3000 était exact, il serait logique que le nombre soit maintenant d'environ 3800 suite à l'anéantissement du bataillon. Et la perte a été l'histoire de la Corée du Nord à Koursk. Même en mi-décembre, lorsque Poutine déployait ses premiers soldats nord-coréens sur le front, à Koursk, les pertes s'accumulaient déjà. Un seul affrontement avec les forces de défense de l'Ukraine entre le 14 et le 15 décembre a coûté à la Corée du Nord au moins 30 de ses soldats. Les pertes se sont accrues, tandis que Poutine envoie plus de soldats de Kim au front. Les soldats nord-coréens continueront donc d'affluer jusqu'à ce que leurs effectifs soient totalement épuisés. La stratégie de vague humaine de Poutine implique que la plupart des soldats de Kim mourront en tant que chair à canon pour le hachoir à viande. Même ceux qui cherchent à s'échapper se tueront avant d'être capturés, ou de déserter par peur de ce qui pourrait arriver à leurs proches restés à la maison. À ce rythme, nous pourrions nous attendre à ce que l'ensemble du contingent nord-coréen de 12 000 soldats soit épuisé d'ici la fin mars ou le début avril. Si Poutine ne reprend pas le territoire de Koursk d'ici là, la Russie sera dans une très mauvaise position. Zelensky a certainement ses idées sur ce qui devrait se passer ensuite après la destruction du bataillon nord-coréen. Il réclame cela depuis fin 2024. Le président ukrainien appelle la Chine à user de son influence sur la Corée du Nord pour stopper l'envoi de troupes supplémentaires par Kim. Zelensky peut voir l'anéantissement de ce bataillon, et les 3800 victimes que l'Ukraine a infligées à la Corée du Nord jusqu'à présent comme un message à la République populaire démocratique de Corée et à la Chine. La Corée du Nord ferait bien d'arrêter d'envoyer des soldats, ou ils subiront le même sort que ceux qui sont venus avant eux. Zelensky a déclaré que le peuple coréen ne devrait pas perdre ses gens dans des batailles en Europe, tout en évoquant l'influence potentielle de la Chine. Si la Chine est sincère dans ses déclarations que la guerre ne devrait pas s'étendre, une influence appropriée sur Pyongyang est nécessaire. La Chine a certainement fait ces affirmations. En septembre 2024, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères du pays, a mis en garde les dirigeants mondiaux aux Nations Unies contre l'expansion du conflit ukrainien. La priorité est de s'engager à ne pas étendre le champ de bataille. La Chine s'engage à jouer un rôle constructif, a déclaré le ministre. Quelques mois plus tard, l'expansion que la Chine prétendait impossible s'est produite alors que la Russie déployait des troupes nord-coréennes. Cependant, ce que dit la Chine et ce qu'elle fait sont souvent deux choses très différentes. L'Ukraine ne peut probablement pas compter sur la Chine pour faire pression sur la Corée du Nord suite à la destruction du bataillon. La seule perte des troupes pourrait devoir le faire. Selon le East Asia Forum, la Chine est peu encline à dénoncer l'emploi de soldats nord-coréens par la Russie, malgré ses réserves quant au rapprochement Poutine-Kim que cela implique. L'autre option de l'Ukraine est de poursuivre la destruction du bataillon. Il y a déjà de nombreux signes qu'elle le fait. Zelensky devait assister à la 25e réunion du groupe de contact de la défense, alors que nous écrivions ce script. Plus de 50 nations, collectivement connues sous le nom de groupe de Ramstein, se sont réunies à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter des questions de sécurité actuelles. La plupart des membres de ce groupe appartiennent aussi à l'OTAN et l'UE. Le groupe a été créé en avril 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine.
Cette itération de la réunion était prévue pour octobre 2024. La visite a été reportée car le président Joe Biden a dû gérer les conséquences de l'ouragan Milton. Cette réunion est la dernière chance pour Zelensky d'obtenir plus de soutien des alliés de l'Ukraine, surtout des États-Unis, avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Zelensky tente de flatter Trump avant son entrée en fonction, déclarant même à la télévision ukrainienne que Trump peut être décisif et capable d'aider l'Ukraine à stopper l'élan de Poutine. Mais il faut imaginer que Zelensky utilisera la 25e réunion de Ramstein pour obtenir des dons supplémentaires d'équipements militaires pour la défense de Koursk par son pays. En parlant de Koursk, l'Ukraine prend également les choses en main en lançant une contre-offensive dans l'oblast. Le 5 janvier, un jour après l'annonce par Zelensky de la destruction du bataillon nord-coréen, des informations ont émergé sur une offensive renouvelée à Kursk. Au lieu de rester sur la défensive, l'Ukraine a lancé des attaques dans plusieurs directions dans l'oblast. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir repoussé 2 contre-attaques le 5 janvier. La Russie affirme qu'une réponse décisive comprenait le soutien de l'artillerie et de l'aviation, lui permettant de détruire les contre-attaquants ukrainiens, à seulement 9 miles de sa frontière avec l'Ukraine. Il est sage de prendre ces affirmations avec des pincettes. L'Ukraine affirme que sa contre-attaque à l'offensive de la Russie vers Koursk se déroule bien. Cable News Network rapporte que le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a posté sur Telegram le 5 janvier pour déclarer « Koursk sur région, bonne nouvelle, la Russie obtient ce qu'elle mérite. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'Ukraine se sent en position de lancer des attaques contre la Russie et son contingent de soldats nord-coréens à la suite de la destruction d'un bataillon entier à Koursk. Il reste à voir si la contre-attaque ukrainienne est le résultat d'une confiance renouvelée ou du désespoir de la part de l'Ukraine. Mais une chose est presque certaine, la Russie continuera d'attaquer. Et cela signifie que la Corée du Nord risque de perdre encore plus que le bataillon que l'Ukraine a décimé le 4 janvier, et les 3800 soldats environ, qu'elle a perdus jusqu'à présent. Plus il y a de vagues humaines, plus il y a de morts nord-coréens, ce qui nous amène à la dernière question que nous poserons dans cette vidéo. Kim Jong-un enverra-t-il plus de ses soldats se battre pour la Russie à Koursk? Zelensky croit que c'est possible. Lors d'un podcast avec Lex Fridman, Zelensky a affirmé que la Corée du Nord pouvait envoyer 30 000 à 40 000 soldats supplémentaires au front de Koursk. Cela doublerait presque les forces de contre-attaque que Poutine a amassées dans sa première poussée pour reprendre Koursk, s'ajoutant à l'énorme broyeur de viande déjà créé. Zelensky a dit à Fridman qu'ils peuvent en amener plus. Entre 30 et 40 000, voire 500. Ils peuvent amener beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'ordre et de l'autocratie. Et c'est peut-être là un signe que le pire n'est pas encore terminé pour l'Ukraine. Il a fait un travail incroyable en éliminant un bataillon nord-coréen entier en 2 jours, ainsi que 3800 nord-coréens tout au long de la contre-offensive maudite de Poutine. Mais Kim a plus de soldats en attente, et si l'on croit à la Radio Free Europe, Kim n'est pas déconcerté par les pertes nord-coréennes jusqu'à présent. Au contraire, il se prépare à redoubler son soutien à la Russie, sachant que chaque soldat qu'il envoie au Poutine signifie qu'il obtient plus d'argent, de pétrole et de secrets militaires en retour. Alors, la destruction par l'Ukraine d'un bataillon nord-coréen à Koursk est-elle un signe que la bataille dans l'oblast tourne en faveur de Zelensky? Ou pourrait-ce être le signal dont Kim et Poutine ont besoin pour envoyer encore plus de soldats nord-coréens dans la région en guerre? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez maintenant voir la première frappe de missile Storm Shadow qui tue un général russe et des centaines de nord-coréens, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo,